Alors, c'est reparti pour une session consacrée à la thalassothérapie et à la balnéothérapie. Alors, je vous rappelle que vous pouvez suivre, si vous devez quitter la conférence, les débats en direct sur le site Congrès Mer et Santé, else.com. N'hésitez pas, si vous êtes connecté sur les réseaux sociaux, à passer par Twitter, pour tweeter un petit peu les moments forts de la conférence, avec le hashtag CMS2013. Voilà, et donc on va commencer cette thématique avec un abord historique des bains de mer et des prémices de la thalassothérapie que va nous présenter Jean-Loup Ménochet. Donc Jean-Loup Ménochet qui est historien local et spécialiste de l'architecture balnéaire et qui va nous rappeler un petit peu comment nos stations balnéaires sont nées un petit peu à partir du bain de mer et comment la thalassothérapie a pu se développer. Voilà, je lui passe la parole. Merci. Eh bien, bonjour à tous et merci d'être venus en nombre pour écouter cette conférence. Alors en réalité, le sujet que je vais aborder aujourd'hui va dresser un panorama très général de l'histoire des bains de mer sur la côte basque, on peut dire de l'Adour à la Bidassoa, et son développement. Alors le développement des bains sur la côte basque va englober une période qui peut être beaucoup plus grande, mais étant donné qu'on ne peut pas et qu'on doit se concentrer sur des périodes qui sont les périodes, on va dire, intéressantes ou florissantes historiques en ce qui me concerne, eh bien en fait, moi je vais vous présenter la partie qui part, on va dire, du 19e siècle, du début du 19e siècle, jusqu'à la période du renouveau de la thalassothérapie, après les années 60, avec notamment Louison Bobet. Donc nous allons pouvoir commencer dès maintenant. À ces micros, voilà, merci. Donc nous allons commencer dès maintenant avec une première présentation qui va vous présenter un plan extrêmement simple et tout à fait en cadre avec des repères historiques. Je vais dans un premier temps vous faire une rapide intro qui va survoler en fait les liens entre l'homme et l'océan, mais ça va être très très court. Et ensuite nous aborderons en première partie les premiers rapports en focalisant sur la côte basque, les premiers rapports des hommes avec l'océan. Alors attention, quand je dis premier rapport, c'est le premier rapport avec le bain. Et puis nous aborderons le développement sous le Second Empire et la Belle Époque, on va dire l'âge d'or des thermes marins. Et enfin, nous aborderons la période de l'entre-deux-guerres, après la Première Guerre mondiale et jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, avec un lent déclin, en fait, malgré le développement médical de la thalassothérapie, un lent déclin qui va arriver jusqu'aux années 60-70. Alors, pour pouvoir comprendre les liens que les hommes ont avec l'océan au niveau de la côte basque, eh bien, il faut quand même tout simplement dire que, dès le départ, l'homme a toujours tissé des liens solides avec l'océan, et que très rapidement, depuis l'Antiquité, ces liens ont été établis dans un cadre aussi curatif. Alors, je ne vais pas citer tous les grands de l'Antiquité, mais on peut évidemment penser à Hippocrate, qui déjà conseillait l'eau de mer chaude dans le traitement curatif, ou alors Arrêté de Cappadoce, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui lui commence déjà à imaginer, ou du moins à concevoir que le climat a un rapport très important, le climat marin a un rapport très important dans le cadre des maladies de longue ou de courte durée. Mais pour en arriver en fait au premier rapport des hommes qui vivent sur la côte basque au XIXe siècle, eh bien, il faut quand même tout d'abord penser à ce qu'était le rapport à l'océan au début du XIXe siècle, voire à la fin du XVIIIe. Bien qu'on sache et bien qu'on dise aujourd'hui d'une façon assez raccourcie que le Moyen-Âge a sonné le glas pour les bains de mer, il n'en est pas tout à fait, c'est pas tout à fait exact, puisque en réalité, les bains de mer ont perduré pendant cette époque, et particulièrement dans une sorte de village d'irréductibles gaulois, si je puis dire, qui s'appelle Biarritz. Et il se trouve que des témoignages dès 1610 d'un certain Pierre de l'Ancre, qui venait sur le Pays basque pour faire un rapport d'enquête concernant les déviances comportementales des Basques dans le cadre de la chasse aux sorcières, eh bien, ce Pierre de l'Ancre, en 1610, va déjà constater qu'il y a des bains qui se font
notamment près du Cap Saint-Martin, le phare actuel, et que ces bains se font dans des trous d'eau à marée basse qu'on appelle les bains d'amour. Alors ces bains d'amour sont probablement issus de rites anciens, de rites païens, et c'est bien sûr pour ça que Pierre de l'Ancre va chercher à les condamner puisqu'il travaille pour l'Église et pour le droit chemin de la religion chrétienne. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que ces rites et que ces habitudes, qui se transforment au fur et à mesure comme des coutumes et plutôt des loisirs, vont perdurer du XVIIe au XVIIIe siècle, et que, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, eh bien, ces coutumes sont toujours là, à tel point qu'elles se développent d'une manière exponentielle, et qu'on a un charmant monsieur qui s'appelle Monsieur Jouy, qui, en 1817, va déjà, en fait, décrire les bains de mer à Biarritz. Alors, je cite, « Nous avons une description en fait, de la ville, des bains de mer à Biarritz. » Alors, excusez-moi, je me perds dans le... Voilà. « C'est un spectacle charmant que de voir à Biarritz certains jours arriver de toutes parts les caravanes de cacolets, vous avez l'exemple juste derrière moi, arriver avec de jolies voyageuses couvertes de longs voiles de gaz qui les mettent ainsi que leurs chevaux à l'abri des mouchards. En fait, les mouchards sont les mouches, tout simplement, bourdonnant sans cesse autour d'elles. Et il va même jusqu'à dire que les bains de mer qui se prennent à Biarritz et aux environs d'Anglet, dans les trous de rochers qu'on appelle bains d'amour, nulle part, le terrible golfe de Gascogne n'est battu par plus de tempêtes. Le mouvement rétrograde des flots brisés par le reflux, souvent emporté des baigneuses, autant de fois de jeunes et vigoureux nageurs ont volé à leur secours. Donc, comme on le voit, déjà, on est dans un cadre de bain qui, là, pour le moment, ne concerne que le loisir. Mais on a d'autres témoignages qui sont beaucoup plus intéressants, et là, on va plus rentrer dans le cadre de l'aspect, entre guillemets, curatif des bains. 60 ans auparavant, un certain monsieur Morassin, qui est en fait subdélégué de Bayonne pour l'aménagement de la voirie, pour les paroisses de Biarritz, eh bien, va déclarer aux administrés de Biarritz « Je sais, messieurs, que des personnes de qualité doivent aller cette année prendre des bains de mer à Biarritz, et comme ils ne peuvent y aller qu'en voiture, ils me prient de faire accommoder un petit morceau de chemin pour qu'ils puissent passer sans danger. Je vous prie, messieurs, d'y faire donner un coup de main sur le champ. Prenez garde, je vous prie, que les bains de mer prennent de la réputation et qu'il est essentiel pour vous de rendre facile et commode les avenues de cette paroisse. Et là, attention, songez que des gens qui viennent faire des remèdes, et c'est là où ça devient intéressant, vous laisseront beaucoup d'argent et qu'il vous convient par conséquent de leur faciliter tout ce qu'ils peuvent désirer. C'est donc votre intérêt que je propose. » Alors, ces remèdes dont parle Morassin, et là on a une très jolie photo qui le montre bien, en fait en 1765, eh bien, ces remèdes en 1765 vont concerner, et pendant tout le début du XIXe siècle, précisément les jeunes femmes. Et là, on a une description de ces fameux remèdes qui est tout à fait intéressante. C'est pour ça que j'ai choisi cette photo un peu osée, qui est du 19e à Ostende, mais c'est tout à fait pareil pour Biarritz. Nous avons « Les bains sont aussi une pratique très conseillée pour les jeunes femmes, dans le sens où le bain détermine l'écoulement menstruel, qui est dans la femme le signe et pour ainsi dire la mesure de sa santé. Sans lui, la beauté ne naît point, ou s'efface, l'âme tombe dans la langueur et le corps dans le dépérissement. » Alors vous voyez ici que son corps, du fait de son bain qu'elle vient de prendre, n'est absolument pas tombé dans le dépérissement. Bon, tout ce côté un petit peu rigolo pour détendre l'atmosphère, puisque la réalité, on va dire, des cures à l'océan sur la côte basque, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, concerne une autre thérapie et une autre population nettement moins sympathique, puisqu'il s'agit en fait des aliénés. Et nous avons, au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, un endroit tout à fait précis pour cela, c'est la grande plage de Biarritz actuelle, qui à l'époque s'appelle Côte du Moulin, et qui va devenir, du fait de ces habitudes, de ces fous qu'on vient traîner et qu'on vient jeter contre les vagues, la Côte des Fous. Et c'est pour ça que là, vous avez une litho en fait, qui doit dater à peu près des années 1840, qui présente la Côte des Fous. Cette thérapie du choc, en fait, va se créer par le bain dit à la lame. Il y a aussi des immersions froides, des immersions qui sont faites dans des barques qu'on ouvre et où on plonge l'aliéné,
Alors quand on dit aliéné, vous imaginez ce que ça peut vouloir dire à l'époque, hein. Ça peut être le lymphatique, le dépressif, ça peut être énormément de cas, ou l'anémique même. Et en réalité, on va pratiquer à Biarritz le bain à la lame. Le bain à la lame, c'est l'image que vous avez ici, où en fait, on va plonger avec un maître baigneur le malade dans la vague pour lui créer une sorte d'électrochoc. Alors finalement, c'est l'ancêtre de l'électrochoc qui a été très utilisé. Alors là, ici, c'est une caricature de Daumier, mais elle est très représentative du bain à la lame. Il se trouve que ce bain à la lame va toujours durer, même si le bain des fous va s'arrêter. En revanche, le bain à la lame, lui, va continuer. Et il va continuer pour justement apporter la santé dans un cadre curatif. Et à Biarritz, on va voir que si les fous disparaissent progressivement du rivage, eh bien ceux qui vont remplacer les fous, qui vont plus y aller dans un cadre de cure, vont continuer à vivre et à faire ce bain à la lame. Or, ce bain à la lame, qui est encadré par des maîtres baigneurs, eh bien, ce sont ces mêmes maîtres baigneurs qui vont devenir une véritable institution à Biarritz sous le Second Empire, et notamment les fameux sauveteurs qu'on connaît ici sur nos plages, puisqu'ils viennent tout simplement de là. Et c'est au moment du Second Empire, bien évidemment, que le bain de mer sur la côte basque, et on me parle à cette époque, je suis désolé pour le reste de la côte basque, quasiment que de Biarritz, puisque même quand on se baigne à Anglette, ou même quand on se baigne vers Bidart, on parle toujours de Biarritz. Eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est réellement sous le Second Empire que les bains de mer vont prendre leur essor, tel qu'on en voit encore beaucoup de gravures ou d'images dans les récits historiques ou dans les bouquins. En tout cas, l'un des pionniers du développement des bains de mer et du développement, bien évidemment, de la côte basque en termes de balnéo, c'est Napoléon III. Alors Napoléon III ne va pas arriver ici par hasard. En fait, c'est toujours une histoire de bain d'amour, puisque c'est par sa femme, Eugénie de Monteiro, qui est une Espagnole, qui, au tout début du XIXe siècle, enfin première moitié du XIXe siècle, 1834, va faire un séjour, alors qu'elle a 8 ans, sur la côte basque. Ce séjour qu'elle va faire, c'est dans le cadre des guerres carlistes. Il y a une guerre civile qui sévit en Espagne. Des familles espagnoles vont se réfugier en France. Elles vont aussi, bien évidemment, avoir des échanges avec Paris. Et comme Biarritz, qui est déjà renommé pour ses bains depuis longtemps, se trouve entre Paris et Madrid, c'est aussi l'occasion de s'y arrêter. Et dès 1830 et jusque 1854, où elle va vraiment instituer les bains de mer à Biarritz, eh bien, pendant toute cette période-là, Eugénie va se baigner régulièrement à Biarritz. Et elle va participer, alors après on ne sait pas exactement comment, mais elle va participer à ces bains d'amour. Elle va participer à ces activités de bain qui, au tout début, en fait, vont avoir lieu et vont s'organiser autour d'un premier établissement de bain qui se situe à la plage du Port-Vieux. Alors la plage du Port-Vieux, que les ours blancs connaissent bien, cette plage du Port-Vieux où, en fait, juste avant finalement les années 50, 1850, il y a déjà un établissement de bain qui va être créé. Cet établissement de bain, et on le voit, n'est pas qu'un établissement de change, c'est un établissement aussi de soins. C'est-à-dire que si vous voulez, alors de soins, c'est très rudimentaire. On prenait des bains chauds au bain du Port-Vieux. On avait les bains froids qui allaient à l'eau, quand on allait à l'océan, mais on avait aussi le bain chaud, de pied uniquement, puisqu'il y avait des petits chauffages, et ils proposaient des petites bassines au bain du Port-Vieux. On a aussi un autre endroit qui est très intéressant, que les surfeurs connaissent bien, puisqu'il s'agit de la côte des Basques. La côte des Basques où il y avait aussi un autre établissement de bain. Alors cet établissement de bain était un peu différent, puisque les plages sont totalement différentes. Elles ne sont pas exposées de la même manière. La plage du Port-Vieux est abritée, la côte des Basques, c'est autre chose. Là, à la côte des Basques, on a des bains plus populaires. Ces bains populaires sont des bains qui restent finalement un peu la propriété des Basques du hameau qui se situe juste au-dessus de la côte des Basques, qui s'appelait la Hurlague, et où en fait déjà des rites étaient signalés à l'époque de Pierre de l'Ancre, au début du XVIIe siècle. Mais ces bains, exactement de la même manière, vont permettre à la population locale d'aller à l'eau dans un cadre de loisirs, et j'insiste bien là-dessus, il n'y a pas que le cadre curatif, mais aussi évidemment dans un cadre de cure. Et donc on va voir au fur et à mesure que finalement l'arrivée d'Eugénie avec Napoléon III à Biarritz va permettre le développement, alors là du coup, de la ville de cure de Biarritz, de la ville thermale de Biarritz.
Et le premier acte de ce développement, l'acte fondateur, c'est d'installer sur la Côte des Fous, d'aménager le site avec le palais impérial, qu'on connaît tous comme étant l'hôtel du palais actuel, l'aménagement de la jetée promenade, pour que les gens puissent voir la grande plage, et bien évidemment, installer par la suite les bains, les premiers bains qui sont les bains Napoléon. Alors, bain tout à fait à la mode à l'époque, hein, dernier cri, style mauresque comme il se doit, et en même temps, accès direct sur la plage, avec, là encore une fois, un aménagement balnéaire qui est très intéressant, puisqu'il va permettre d'avoir des douches, des cabines de rechange, des cabines de bain, comme on dit, mais aussi des douches, et des baignoires qui permettent d'avoir des bains chauds ou des bains froids. Donc on a déjà là, dans le cadre de la ville de Biarritz qui commence à se développer, un aspect qui est l'aspect, on va à la plage, on va se baigner, mais on y est aussi dans un cadre de cure. Et là, on voit ce petit dessin qui est très intéressant, puisque c'est tiré en fait d'un petit journal anglais, 1860 à peu près. Nous avons là, tout simplement, quelqu'un qui va croquer les activités qu'on fait à Biarritz, qui sont à la fois pour les enfants et pour les baigneurs. On voit très nettement, au fond, les bains Napoléon. Et vous voyez la dernière image, celle d'en bas, où là, on a carrément le bain difficile, puisqu'on peut perdre pied, c'est ce qui est écrit en bas, en fait, dans les vagues du golfe de Gascogne. Et ce type de bain fait aussi partie de la cure, ça fait partie du soin. Et donc on va toujours développer à la fois un côté soin et un côté loisir. Il faut bien imaginer qu'au départ, en fait, on reste quand même dans des activités qui vont générer à la fois la médecine, la climatologie et en même temps l'économie de loisirs. Et bien sûr, pour pouvoir développer tout ça, on a un instrument idéal, 1854 sur Bayonne et puis Biarritz, l'arrivée du train. Alors bien sûr, tout le monde ne prend pas le train, mais cela dit, c'est quand même une percée fondamentale qui va développer considérablement la ville de Biarritz. Le choix de Napoléon de développer Biarritz est aussi un choix qui est un choix politique, c'est une vitrine de la modernité. On a la ville d'Arcachon qui a été fondée sur des capitaux privés, on a Dieppe qui a été fondée par un de ses Dieppe, oui, je crois, si mes souvenirs sont bons, ou Deauville, pardon, qui a été fondée par son frère. Donc en réalité, on a des villes comme ça qui sont sur des initiatives qui ne correspondent pas à une initiative d'État. Celle-ci va réellement l'être. Et elle va être construite totalement dans cette optique-là. Avec, bien sûr, la vitrine du modernisme qui est finalement une ville où le monde va pouvoir s'y presser, où les bains vont être des bains hygiéniques, qui sont en corrélation totale avec l'esprit du temps. On est dans l'ère moderne, on est dans la révolution industrielle, on a des trains, des voitures, des routes, des infrastructures qui sont des infrastructures hôtelières, des infrastructures économiques qui vont permettre de développer de manière exponentielle la côte basque. C'est-à-dire qu'on n'a pas que la ville de Biarritz qui se développe, même si on va beaucoup parler d'elle. En réalité, on a aussi, bien évidemment, tout un tissu local qui va se développer autour de ça. Et forcément, d'un petit village de pêcheurs, on voit bien que la ville va prendre un essor considérable en termes d'architecture, et surtout, cette architecture va permettre d'héberger un nombre croissant en fait, de tourisme, en quelque sorte, on peut appeler ça le tourisme à l'époque, mais surtout qui sont des curistes. Ces gens-là vont venir parce que, parallèlement à toute l'évolution de la ville, proprement dite, on a en même temps, à cette même époque, une évolution considérable des études de médecine, des études médicales qui vont être vraiment appliquées dans le cadre des bains de mer. Vous avez ici à gauche, en fait, une étude des bains de mer, recherche et observation sur l'emploi hygiénique et médical de l'eau de mer et sur les influences de l'atmosphère maritime, par le docteur Pouget, le bien nommé, qui, lui, en fait, étudie en 1854 déjà ce phénomène. En 1854, c'est juste au moment où Napoléon III arrive sur la côte basque. Donc, comme vous pouvez le constater, on a, dès le départ, ce souci médical d'étudier le climat du sud-ouest de la France. Il y a eu de grosses études qui ont été faites sur Arcachon. Arcachon, dès 1860, est une ville santé. C'est comme ça que la ville d'hiver, que beaucoup connaissent, en fait, s'est vraiment créée. Mais Biarritz, en fait, va bénéficier aussi des mêmes études. Et le climat de Biarritz va être déclaré parmi les
les meilleurs, entre guillemets, hein, du sud-ouest. Vous avez à droite Biarritz, son climat, sa saison d'hiver, ses bains de mer, ses eaux chlorurées sodiques fortes. Alors les eaux chlorurées sodiques fortes, ça concerne quelque chose que nous allons voir juste après. C'est des bains un peu différents. Et puis, nous avons ensuite d'autres recherches médicales. Alors là, je vous en montre 4, mais en réalité, il y en a des dizaines et des dizaines, hein, c'est impressionnant, où à chaque fois, il est question des stations maritimes et de l'importance et du rôle curatif du climat et du bain de mer. Et l'association climat et bain de mer, bien évidemment, va avoir un rôle très important dans le développement de la station thermale marine de Biarritz. Et l'un des fleurons de cette station thermale marine, c'est le centre thermal des thermes salins de Biarritz. Alors les thermes salins de Biarritz vont être imaginés dès 1882. Napoléon III a déjà abdiqué, puisque c'était terminé depuis 1870, mais la ville, elle a continué à se développer. Et dans le cadre du développement de cette ville, bien évidemment, il va y avoir tous ces médecins qui vont travailler, étudier le climat et le site de Biarritz, les propriétés curatives de l'air marin et de l'océan. Et forcément, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des intérêts économiques et médicaux qui vont s'associer. Et M. Hézard, qui est propriétaire des Salines de Briscousse, un petit village situé à peu près à côté de Bayonne, à peu près à 20 km, va développer l'idée d'associer à la cure marine proprement dite, c'est-à-dire le bain à la lame qui est sur la plage, eh bien, une cure d'eau qui est puisée à 20 km aux Salines de Briscousse. En fait, une cure, on va dire, hydrominérale. Donc c'est vraiment l'institut de cure. Mais cet institut est très intéressant. Et je vais vous faire une petite description rapide, parce qu'on n'a pas trop de temps, et je ne peux pas trop m'attarder, de cet établissement, puisque au départ, l'établissement a été fondé. Alors, la réflexion se fait à partir de 1882, mais la réalité de la construction, c'est 10 ans plus tard. Cela dit, il y a eu énormément de travaux médicaux qui ont tous été validés. Et ce fameux monsieur Hézard, qui va créer ces bains de mer, enfin ces bains salins, pardon, va faire une présentation, notamment du climat de Biarritz. Alors je cite, « Les travaux de M. Adema, médecin à Biarritz, ont fait ressortir les conditions climatériques exceptionnelles de cette ville. Et les Anglais, surtout, ont consacré par leur présence la réputation de Biarritz comme station hivernale. Les Espagnols fréquentent surtout les bains de mer en été. » Donc on voit déjà qu'il y a une fréquentation longue. Il est incontestable que les malades affaiblis, les sujets lymphatiques et scrofuleux, les phtisiques qui ne craignent pas les effets d'un air trop excitant, enfin, suivant M. Adema, certains poitrinaires de Grande-Bretagne trouvent dans ce séjour, sinon une guérison, au moins une notable amélioration. Donc après, s'ensuit toute une description des propriétés curatives du climat de Biarritz, et bien évidemment, on parle un petit peu moins de l'eau de mer, puisque l'intérêt, c'est par la suite de parler de l'établissement thermal. Et dans l'établissement thermal, vous allez voir qu'en 1893, la réalité d'un établissement de cure, qui est le terme salin situé face à l'océan, est très intéressant. Alors, les avantages de Biarritz étant indiscutables, M. Hézard, fondateur de la Société des Salines de Briscousse-Biarritz, a édifié dans les terrains de l'ancien domaine impérial, puisque le domaine impérial, l'hôtel du palais actuel, avait un parc qui avait été loti, un établissement balnéaire connu sous le nom de Thermes Salins de Biarritz. Les thermes salins s'élèvent face à l'océan, au milieu de bois de pin, et là, on pense tout de suite à Arcachon-Pinède, qui était très intéressante justement pour les personnes affaiblies ayant des problèmes de poitrine, la résine de pin maritime ayant des propriétés, au milieu d'un bois de pin et sous les ombrages d'un grand parc spécialement réservé à la clientèle pour la promenade pour s'aérer. L'entrée de l'établissement se distingue au milieu d'une façade de 65 mètres, que vous avez ici, de style mauresque. Un perron élevé de quelques marches. De chaque côté de cet escalier monumental montent 2 rampes en pente qui sont faites pour les malades marchant difficilement ou ne pouvant aller qu'en voiture. Alors c'est très intéressant parce qu'en réalité, on voit déjà que l'établissement médical est pensé. Donc on n'est pas du tout dans une réalité qui est une réalité de on construit des thermes juste pour aller se baigner. On est là dans toute une démarche qui est une démarche d'adapter le site aux malades et pas l'inverse. Du péristyle, on entre dans une vaste galerie où se trouvent les divers services de l'établissement, cabinet du directeur, etc. Bon, là, je passe.
Et alors ensuite, cet établissement, qui est un établissement modèle, qui est très intéressant, qui a hélas été démoli, et bien là, alors j'ai la chance d'avoir des plans de l'architecte Lagarde qui a créé en fait les thermes salins de Biarritz. On voit ici, alors hélas, vous ne pourrez pas le voir très très bien, mais si ça veut bien marcher. Voilà. Vous avez en fait ici, je pense que vous le voyez, en fait des cabines qui sont des cabines avec des baignoires. Cabine double pour les familles, cabine simple pour en fait les patients qui sont seuls. Vous avez des cabines de douche ici, vous en avez aussi partout, et vous avez une immense piscine. Cet établissement, je continue la description, dans l'aile droite, des cabines simples et des cabines de bain ont accès sur les salles de douche. Il y a 3 salles de douche à eau salée qui sont munies des appareils les plus perfectionnés, douche en pluie, douche en lance, douche en cercle, douche dorsale, etc. Les réservoirs sont placés en haut d'une tour et communiquent avec chaque appareil par une canalisation spéciale de façon à assurer une pression de 15 mètres pour les douches à eau salée. 2 salles sont réservées à l'hydrothérapie à eau douce. L'eau arrive dans des salles à une température qui peut varier immédiatement, instantanément, de 12 degrés à 40 degrés, avec une pression de 17,50 mètres. Et sous la terrasse précédant le vestibule, placée juste ici, la fameuse piscine, se trouve une piscine de famille qui fait quand même 50 mètres carrés, munie de tous les accessoires de travail et à eau courante. Alors, encore quelque chose de très intéressant, la canalisation est aménagée de telle façon qu'on pourra, à volonté, avoir une piscine à eau douce ou à eau salée, ou à eau chaude ou à eau froide. Donc vous voyez, 1893, on est déjà réellement dans un développement qui correspond totalement à ce qu'on connaît aujourd'hui dans les centres de thalassothérapie. Bien évidemment, ce contexte, cet établissement thermal est soumis à des règles d'hygiène qui sont extrêmement strictes, puisque parallèlement au développement de ces établissements marins, bien évidemment, se développe aussi la question d'hygiène. On est dans le siècle de l'hygiénisme, et forcément, pour tout ce qui concerne la prophylaxie phtisique, qui est à l'époque le mal du siècle, la tuberculose étant considérée comme le mal du siècle, eh bien, on va considérablement travailler sur l'hygiène. Les recommandations hygiéniques sont de premier ordre. Vous avez d'ailleurs, à ce niveau-là, et je termine avec ça, le personnel est soumis à des règlements institués pour assurer la régularité de tous les services. La propreté de l'établissement est soumise à un contrôle sévère et de chaque jour. Les principes de l'hygiène, tels qu'ils sont appliqués de nos jours, l'intérêt médical et thérapeutique, les exigences naturelles des malades ont été la grande préoccupation du fondateur de l'établissement. Donc finalement, comme on peut le constater, on va avoir sur la ville de Biarritz un établissement qui est un établissement hydrominéral, qui est un établissement de thermes salins, qui va fonctionner en rapport avec les bains de mer. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que déjà, à cette époque-là, on commence à voir que non seulement on peut utiliser le littoral et les bienfaits de l'eau salée, de l'eau de mer, mais en même temps, on peut développer des établissements qui peuvent fonctionner toute l'année. Pour la simple et unique raison que faire fonctionner un établissement toute l'année avec des propriétés d'eau de mer, eh bien, ça va fixer une clientèle. Et c'est important aussi d'avoir cette considération économique. On a beaucoup critiqué l'essor récent de la thalassothérapie qui fixerait énormément des conditions de consommation un peu excessive, mais en réalité, on s'aperçoit aussi que déjà à l'époque, il y a toujours cette manière de penser quand même. Cependant, et là, on va voir que malgré tout, les programmes qui sont créés sont des programmes qui sont des programmes privés quand il s'agit par exemple des thermes salins, ou alors des programmes publics quand il s'agit de trouver un endroit sur la côte basque qui va pouvoir accueillir les enfants de l'assistance publique. On est ici à Hendaye avec le sanatorium qui a été créé en complément de l'hôpital de Berck. Hôpital de Berck, 1869 pour l'inauguration par Eugénie de Montiro. Le sanatorium d'Hendaye qui va être installé à Hendaye, à l'écart de la ville, parce qu'aucun autre site ne souhaite voir le sanatorium s'implanter. Et là, on voit bien qu'en réalité, si la ville de Biarritz, ou à une époque, en fait, les personnels de l'assistance publique, le docteur Millard, avaient pensé
installer ce sanatorium, en fait, Biarritz a refusé et a proposé l'implantation d'un site là où, normalement, juste à côté, les abattoirs devaient être construits. Donc, en réalité, un site aussi mauvais que les abattoirs ne pouvait pas correspondre à l'implantation d'un sanatorium. Donc, le choix du sanatorium à Biarritz a été rapidement écarté. De même, au départ, dès 1882, l'idée, c'était de le mettre à Arcachon, mais les prix étaient prohibitifs. Donc, finalement, on voit que les deux sites qui avaient été retenus, Arcachon ou Biarritz, ne permettent pas l'implantation. Et par la suite, il y a un casino qui n'est pas utilisé, qui ne fonctionne pas, dans une ville qui, même si l'on s'y baigne, est quand même de moindre réputation, c'est Saint-Jean-de-Luz, qui est beaucoup plus connu en tant que port à cette époque-là. Et Saint-Jean-de-Luz va refuser catégoriquement de voir le sanatorium s'implanter en place du casino, qui est le casino actuel de Saint-Jean-de-Luz. Le casino actuel par Mallet Stevens, en réalité, a été monté à la place d'un casino qui existait déjà à la fin du XIXe siècle. Et ce refus catégorique va entraîner le docteur Millard jusqu'à Hendaye, où enfin là, entre le domaine d'Abadia, à côté des deux jumeaux, et la ville d'Hendaye-Plage, on va pouvoir y installer ce sanatorium. Le principe du sanatorium, c'est intéressant puisqu'on voit que depuis finalement des bains qui sont des bains plus dans le cadre, au départ, des bains d'amour de la ville de Biarritz, jusqu'à la cure qui est développée au fur et à mesure sur la ville de Biarritz, eh bien, on va développer encore plus l'idée du sanatorium. Donc, il faut penser toujours à la prophylaxie phtisique. Et c'est dans ce contexte de la prophylaxie phtisique que des sanatoria vont être créés, à l'exemple des sanatoria qui sont alpins ou à l'exemple des autres sanatoria qu'on va trouver un peu partout en France. Et déjà, on voit que là, on va glisser tout doucement, je dirais, d'initiatives qui sont des initiatives relativement indépendantes, jusqu'à des initiatives qui sont des initiatives d'État, dont, en fait, le sanatorium d'Hendaye est un exemple. En revanche, et c'était intéressant d'en parler ici, nous avons cette maison construite à Bidart et que je connais plutôt bien, qui va interroger beaucoup de gens, puisqu'elle est construite d'une manière un peu étrange. Mais ce qui est totalement intéressant dans les études qu'on va y faire, c'est qu'en fait, cette maison est construite comme un centre de thalasso, modèle. Le propriétaire, un certain Albert de l'Épée, va, dans le cadre de la prophylaxie phtisique, chercher impérativement à se protéger de tout environnement qui puisse être mauvais pour sa santé et notamment pour sa fragilité respiratoire. Résultat des courses, il va finalement choisir un parcours de santé, un parcours géographique de santé qui va suivre les prescriptions médicales des plus grands médecins de l'époque et des plus grands climatologues de l'époque, qui vont déclarer qu'en réalité, en fonction de la saison, on va se déplacer sur certains littoraux ou en montagne et que le climat va permettre d'apporter une bonne santé. Résultat des courses, Albert de l'Épée va lui choisir d'implanter une villa avec une organisation très particulière dans chaque site qui va être prescrit pour ses bienfaits médicaux. Alors, Biarritz, c'est la période septembre-octobre, et puis en réalité, vous avez ensuite la Côte d'Azur pour passer l'hiver, vous avez ensuite la Suisse pour passer le printemps, la Suisse ou les Alpes, voilà. La cure alpine, comme on en a beaucoup entendu parler avec Thomas Mann et la montagne magique. Et puis, vous avez l'été, où on va préconiser plutôt l'iode tonique de la Bretagne. Et en fait, à Île-Biarritz, un peu comme au terme Salins, où là on va développer les bains, eh bien à Île-Biarritz, on va développer le sport. Donc vous voyez, là on commence à avoir déjà quelques éléments qui, de manière sporadique sur la côte basque, vont se retrouver après dans les centres de thalassothérapie. Le sport, ça va être pratiqué par des exercices de santé, des exercices respiratoires, et en même temps aussi tout ce qui concerne la nourriture, la cure hygiéno-diététique, qui avait été instaurée par le docteur Detweiler déjà à la fin 1870 à peu près. À Île-Biarritz, en réalité, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va lier l'ensemble de l'édifice, la propriété qui est volontairement construite loin de la ville, qui est volontairement isolée et volontairement placée sur une colline. On va
créer tout autour des galeries, comme vous voyez sur la photo précédente, des galeries qui vont soit monter, soit descendre, soit être équipées de marches, soit être équipées de paliers de repos, soit être équipées tout simplement aérées complètement et qui vont permettre au baron de l'épée de faire ses exercices respiratoires. En même temps, ponctué sur tout ce parcours de santé à grande échelle, vous aurez des pavillons qui sont des pavillons de repos, donc des pavillons pour se cacher du soleil qu'on appelle les sunboxes, et vous avez en même temps des établissements marins, bien évidemment, cabanons des bains, ou comme ici, la grande photo qui est à droite, vous avez un établissement marin qui est en réalité un lieu où il peut à la fois travailler et où en même temps il peut prendre des bains qui sont chauds ou froids, ou alors à vapeur, ou alors à l'eau douce, exactement comme dans les termes classiques. Donc on voit bien que finalement, on arrive, là on est en 1896, on est exactement dans vraiment l'explosion d'une recherche de santé et d'aménagement de sites qui vont fleurir partout sur la côte basque. En fait, grosso modo, de Hendaye jusqu'à Biarritz. Cependant, et c'est un peu le problème qui va se passer, c'est que même si tout ça se développe d'une manière exponentielle, eh bien, la ville de Biarritz va rentrer dans la guerre et le site d'Île-Baritz va être transformé en hôpital. Et là, on va voir que finalement, alors que les médecins qui vont travailler au fur et à mesure, alors l'association internationale de thalassothérapie a été créée en 1913. La ville de Biarritz a reçu par décret le titre de station hydrominérale. Donc en réalité, on voit qu'il y a un grand développement par rapport à la cure à l'eau de mer, par rapport à l'environnement marin. La seule chose, c'est que la guerre va mettre un frein à tout ça. En revanche, et c'est intéressant, et c'est pour ça que je vous montre Île-Baritz, on va arriver à la période de la Première Guerre mondiale, et on a sur, si je retrouve mon... Bon, bah, tant pis, je ne l'ai pas. Ah, s'il est là, voilà. On va avoir un médecin qui va être à l'origine de la fondation d'un hôpital héliomarin, enfin d'un centre héliomarin à Bidart, le centre des Embruns, dont vous entendrez parler. Ce médecin qui s'appelle le docteur Perret, qui est un ancien interne de Berck, va travailler à l'hôpital numéro 65 d'Île-Baritz. Et c'est pour ça que j'ai insisté un peu sur Île-Baritz, comme sur les termes salins, pour la raison suivante. Il va décrire dans une revue qui s'appelle La médecine thermale et climatique en 1919, il va écrire au sujet de cet endroit. Les malades, on peut le dire, vivent ici en dehors. C'est vrai, cela est vrai littéralement pour un bon nombre qui, après être demeurés au grand air toute la journée, passent encore leur nuit à la belle étoile, ou presque dans certaines galeries qui sont pourvues d'un toit. Même au moment des plus grands froids de l'hiver, ils ont tenu à le faire. Il n'est que de bien se couvrir. Ceux qui, moins courageux ou moins résistants, sont transportés le soir dans leur chambre, y dorment fenêtres grandes ouvertes, et dès le matin sont ramenés sur les galeries qui leur sont assignées, tantôt abritées, tantôt au contraire balayées par le vent, et où chacun trouve la qualité d'air iodé qui lui convient. Aucun autre choix, donc dit le docteur Perret, ne pouvant être plus heureux. On connaît en matière de tuberculose externe l'importance du traitement marin, dont Callot fait le complément indispensable de toute thérapeutique médicale ou chirurgicale en ce qui concerne ces affections. Bâti au sommet d'une haute dune isolée, en bordure immédiate de l'océan, exposé au vent marin sans le moindre écran pour en atténuer le bienfaisant coup de fouet, entre guillemets, pourvu en outre de nombreuses terrasses spacieuses et faciles d'accès qui forment à chaque étage d'idéales galeries de cure, aux orientations diverses, le château d'Île-Baritz se prête, par sa situation comme par son architecture, à devenir, et là je cite, un institut modèle de thalassothérapie. Et là vous voyez qu'on est déjà dans ce contexte très important de thalassothérapie. On va fixer désormais, à travers différents exemples, les modèles de thalassothérapie. Et cela va être énormément augmenté par le fait que la Première Guerre mondiale va apporter des patients sur la côte basque qui sont les soldats qui se sont fait gazer ou qui sont atteints de tuberculose sur les fronts. Pour exemple, on a l'hôpital d'Île-Baritz, mais il y a aussi l'hôpital qui est l'hôpital dit russe, l'hôpital du docteur Polyakov, qui était dans un hôtel qui a disparu en grande partie aujourd'hui, juste à côté, là, le Grand Hôtel. L'hôpital Polyakov, dont on a ici en fait le visuel, vous l'avez là si vous suivez la souris. Ah, désolé. Voilà, vous l'avez là, au bout de la... D'accord, ça ne marche pas.
voilà, ici, l'hôtel, le grand hôtel, à côté du Bellevue où nous nous situons actuellement, eh bien, en fait, ce grand hôtel va être aménagé spécifiquement pour les malades qui sont gazés. Il y a environ 200 lits. Mais d'un autre côté, l'ensemble de la côte basque, dont on connaît les valeurs curatives, au niveau très bien, aussi bien des bains marins que de l'air marin, eh bien, il y aura énormément d'hôtels qui seront utilisés pour les soins à ces patients qui sont tout à fait spécifiques. Et c'est comme ça que le docteur Perret, fort de son expérience au château d'Île-Baritz, va créer en 1919 le centre héliomarin des Embruns à Bidart. Et ce centre héliomarin des Embruns à Bidart va se développer à partir des années 20 jusqu'à nos jours, puisque de nos jours, ça fonctionne encore. Alors bien sûr, avec une évolution. On le voit ici, le choix du site, étant donné que le docteur Perret n'a pas pu acheter, comme il l'aurait souhaité, le site d'Île-Baritz, qui était alors à ce moment-là transformé en projet de lotissement, eh bien, il va trouver l'endroit qu'il va juger excellent au sud de Bidart, sur la plage de l'Ouabia. Et c'est encore là où aujourd'hui les Embruns se trouvent. Seulement le problème, c'est qu'en fait, la thalassothérapie qui aurait pu à ce moment-là prendre son envol, au moment où, en réalité, on commence à vraiment travailler d'une manière médicale et où on a l'expérience de l'hôpital, donc avec quand même de grands moyens sur la côte basque, eh bien là où ça aurait pu se développer, hélas, ça ne va pas se développer. Et ça ne va pas se développer pour deux raisons. Alors, je n'avais pas d'image, donc là j'ai mis celle-ci, mais la première raison, c'est le développement déjà du BCG, bien évidemment, puisqu'on est dans le cadre, il ne faut pas l'oublier, de la tuberculose. Le développement se fait énormément dans le cadre de la tuberculose, et le BCG va mettre un frein à ce développement-là, puisqu'il va permettre de toute façon un dépistage. D'autre part, il y a bien évidemment le progrès énorme de la médecine chimique. Et ce progrès de la médecine chimique va être largement, pour des raisons économiques, largement cautionné par le gouvernement. Et le deuxième acte de ce frein qui va être apporté au développement qui aurait dû être de la thalassothérapie, eh bien, c'est l'après-guerre. Et donc le fait qu'on va commencer à avoir à un moment donné le retour au loisir absolu. On va vouloir chasser de l'idée de toutes ces époques qui sont des époques lourdes et qui ont entraîné la guerre, on va vouloir chasser l'idée du soin, on va vouloir chasser l'idée de la cure, on va chercher à s'amuser et être en bonne santé. On essaye de chasser ça, cette image, puisque finalement, vous avez ici, alors c'est un tableau qui date de 1899, qui a été fait à Valence, mais qui représente tout à fait l'image qu'on pouvait voir sur la plage d'Andaille, avec ces pauvres petits qui vont prendre leur bain et qui sont dans des conditions difficiles. Le problème, c'est que cette image-là, on veut absolument s'en défaire. Donc, la réalité de la thalassothérapie va être complètement marginalisée au profit d'une recherche qui va être une recherche strictement dans des milieux déjà, dans des franges très très marginales de la médecine. Et donc, du coup, on va préférer en fait, ce qu'on va connaître à partir des années 20, années 30, on va préférer le visuel de la côte basque comme étant un site de vacances, héliotropisme et consommation. Golf, sport, nautisme. Et bain de mer, bien évidemment, mais pris plus sur le culte du corps que sur l'idée de la santé à travers le soin, à travers la cure. Et donc, forcément, ce qui devait arriver arriva. Il y a la Deuxième Guerre mondiale qui va en même temps rempiler et qui va donner encore un coup d'arrêt à la recherche qui continue malgré tout dans le cadre de l'eau de mer. Mais cette recherche ne va pas être cautionnée toujours par les pouvoirs publics. Et il va falloir attendre finalement 1957 pour avoir au 10e congrès de thalassothérapie à Cannes l'idée gouvernementale, gouvernement de Guy Mollet, selon laquelle il faut développer la thalasso. Et là, je vais vous citer le secrétaire général de la santé publique et de la population qui va dire la chose suivante
la place de la thalassothérapie, on est en 57, la place de la thalassothérapie n'est pas actuellement ce qu'elle devrait être. La climatologie marine et la thalassothérapie sont peu et mal connues des populations dans leur ensemble, inexactement appréciées des pouvoirs publics, mal comprises, souvent des médecins et des hygiénistes eux-mêmes. La simplicité apparente des notions sur lesquelles elles reposent a peut-être été leur plus grande ennemie, car elle a empêché qu'on ne leur accorde l'attention très sérieuse qu'elles méritent. Les méthodes empiriques dont elles se sont longtemps inspirées ont engendré chez beaucoup le scepticisme. Certains ont été mis en défiance par leurs aspects purement touristiques avec les intérêts commerciaux qu'ils impliquent. On pense notamment à la ville de Biarritz et ses infrastructures hôtelières, ses infrastructures de loisirs et ses infrastructures médicales de cure. L'introduction des antibiotiques dans le traitement anti-infectieux a imposé sa suprématie, bien au-delà des limites que nous lui assignions naguère, et le prestige de ces armes nouvelles a relégué à l'arrière-plan des méthodes qui n'ont pourtant rien perdu de leur efficacité et auxquelles il serait peu sage de renoncer. Donc, comme vous pouvez le constater, d'un coup, on commence à prendre conscience en 1957 qu'il va quand même falloir un petit peu plus se pencher sur la question de la thalassothérapie et l'importance qu'elle doit prendre en fait dans notre vie. Et heureusement, et j'en ai bientôt fini, eh bien, un homme, suite à un grave accident et une cure et une rééducation à Roscoff, va considérer qu'il faut absolument relever la thalassothérapie et qu'il faut la développer. Et c'est Louison Bobet. Et Louison Bobet, en fait, va créer un premier centre à Quiberon. La seule chose, c'est que ce premier centre qui est créé en 1964, je crois, va, hélas, être le seul et l'unique pendant une bonne dizaine d'années. En revanche, dès les années 70, il va chercher à installer un autre centre à Biarritz. Et c'est finalement dans ce bâtiment que vous voyez, ce grand bâtiment que vous voyez en bas à droite, à côté de l'hôtel du Palais, qu'il va pouvoir installer ce centre. Ils vont démolir l'édifice pour construire le Miramar actuel. Et donc finalement, nous avons le premier centre Institut Louison Bobet qui va être créé, mais uniquement en 1979. Et donc vous pouvez imaginer qu'en réalité, vous voyez que la Société des bains de mer à Biarritz, qui a vu un développement exponentiel depuis le début du 19e jusqu'à la Première Guerre mondiale, va rentrer dans une période absolument gelée de toute idée de développement des bains de mer, sauf dans le secteur, et de manière unilatérale, dans le secteur du loisir. On va complètement négliger, à part pour des hôpitaux très spécifiques, comme les centres héliomarins, on va complètement négliger l'aspect curatif et l'aspect bénéfique de l'océan dans le cadre médical. Alors je vais en terminer sur cette très jolie image. C'est peut-être le centre modèle de thalassothérapie. Je ne sais pas. En fait, c'est la cabine de bain d'Alphonse XIII à Saint-Sébastien, roi d'Espagne, qui était une cabine mobile qui allait se plonger en fait dans la Concha. Alors, on a tous en tête un peu ces fameuses cabines qu'on voit sur la plage. Et bien là, vous avez un modèle absolument incroyable. Mais en réalité, on voit que de toute façon, ce qu'il faut bien retenir de ce panorama très rapide, j'en suis désolé, il a fallu que je fasse vraiment au plus simple, dans ce panorama de l'évolution des bains de mer sur la côte basque, qu'en réalité, bien loin d'être uniquement une société de consommation, c'était réellement une société de soins qui se mettait en place et qui avait toutes les raisons en fait, de pouvoir vraiment se développer. Bien sûr, la médecine chimique a considérablement freiné la thalassothérapie, de même qu'en fait, l'image qu'elle a véhiculée après le premier conflit, après la Première Guerre mondiale. Et très rapidement, y compris à travers le corps médical, du moins dans une observation que je fais simplement en tant qu'historien et non pas en tant que médecin, il faut quand même bien comprendre que l'image des hôpitaux, l'image des sanatoria était considérablement liée à l'image du soin et à l'image de la cure. Et donc finalement, c'est tout à fait compréhensible qu'on en soit arrivé à un moment donné à oublier tout ça. La seule chose, c'est que heureusement, grâce à des gens, dont Louison Bobet, qui ont décidé de développer dans une société, dans la société des 30 Glorieuses, qui ont décidé de développer la thalassothérapie, en lui redonnant réellement ses lettres de noblesse, eh bien la problématique qui nous rattrape très vite, c'est la problématique de la consommation et de la rapidité. Donc c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, vous verrez qu'après Louison Bobet, et je pense qu'on aura une parfaite prestation à ce sujet-là, eh bien, en fait, au fur et à mesure, l'idée de la thalassothérapie va considérablement se transformer.
Voilà, je vous remercie, j'en ai terminé.